Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de l'émission Le débat économique. Cette fois-ci, nous avons avec nous Monsieur Abdelhakim Berrah, financier et président de la COSOB. Bienvenue, Monsieur Berrah. Nous allons essayer de traiter pas mal de questions qui sont liées à l'actualité économique et politico-économique. Le temps est pour les startups, le marché, l'amélioration et le développement du marché financier et un peu faire un saut par rapport au financement classique qui a prévalu déjà des années précédentes. Donc, aussi, il y a un autre thème qui intéresse maintenant l'opinion publique. Il s'agit de la finance islamique aussi qu'on va essayer d'en parler. Bienvenue une autre fois, M. Berrah. Merci. Nous, d'abord, avant d'aller vers ces thèmes, nous allons essayer de voir, nous approcher un peu de votre organisme, la COSOB, pour nous donner un aperçu et une définition de votre rôle et de votre mission. Merci pour l'invitation. Donc la COSOB, c'est le diminutif de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Elle a pour rôle, c'est l'autorité de régulation du marché financier, et donc elle a pour rôle de veiller à la protection des investisseurs. Ça, c'est le rôle premier de la COSOB. Ensuite, elle mène ses actions de surveillance du marché, de surveillance des intermédiaires en opérations de bourse, des sociétés de capital d'investissement et de toutes les entreprises qui sont cotées en bourse ou qui font un appel public à l'épargne. Donc son rôle, c'est un observatoire en quelque sorte. C'est plus qu'un observatoire parce qu'elle dicte également des règlements et elle veille à leur application. Ah, d'accord. Et nous avons également un rôle d'exigence de l'information financière des acteurs du marché. Nous avons aussi un rôle de développement du marché financier en Algérie. Donc la bourse, c'est la partie visible, mais également il y a plein d'autres activités qui sont dévolues par les textes réglementaires. Par exemple, la création des fonds et tout. Voilà, par exemple, la création des sociétés de capital investissement, oui, les fonds communs de placement, les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières, en fait tout ce qui touche les valeurs mobilières. Et dans ce cadre-là, la COSOB œuvre, au sein de la COSOB, il y a une commission constituée de plusieurs représentants de plusieurs ministères, par exemple le ministère des Finances, le ministère de la Justice, l'enseignement supérieur, et donc nous veillons à la cohérence pour le développement du marché financier. Donc vous estimez que vous avez comme un rôle très important dans la nouvelle phase, c'est-à-dire on voit qu'il y a une nouvelle politique économique basée sur l'économie de la connaissance et des startups, la création des fonds pour aider à cette innovation économique. Et puis, il y a une autre vision économique. Donc, où s'inscrit la COSOB dans tout ça? Alors, voilà, la COSOB, en fait, dans ce nouveau paradigme, elle s'inscrit dans le financement de toutes les activités qui viennent en complémentarité avec le financement classique bancaire. D'accord. Donc, il y a, par exemple, si on prend les startups, qui est un des secteurs phares actuellement, et comme levier de croissance, nous travaillons avec le ministère délégué aux startups et à l'économie de la connaissance pour accompagner les startups tout au long de leur vie. C'est-à-dire, quand elle est une jeune pousse, au tout début, pour les amorcer. Pour l'amorçage. Par exemple, il y a des textes qui sont en voie de publication concernant le crowdfunding. Si vous voulez, on reviendra plus en détail sur ça. Cette question, il y a par la suite, on les accompagne également avec le fonds, parce que les fonds agissent sous le contrôle de la COSOB. Donc, quand l'entreprise est labellisée, elle a le label de start-up, elle accède à un financement également de Algeria Startup Fund. Ensuite, on est en train également de mettre en place un compartiment excellence dédié aux meilleures startups pour trouver un financement, une plus grande notoriété et également des financements il y a un travail de sélection.
de sélection qui est fait par le ministère délégué aux startups au travers de la labellisation. Donc la bourse aura quand même son rôle à jouer. Ah, certainement. De toutes les manières, au vu des difficultés et des crises financières actuelles, la bourse aura un rôle plus grand à jouer. Il y a des startups qui vont peut-être élus pour voilà. Faire partie de... Ah, tout à fait, parce que c'est un levier important pour le développement. Mais ce n'est pas pour demain, ça va être un peu... Ça va demander un peu de temps. Le fonds Algeria Startup Fund est déjà opérationnel. Il a commencé à financer des startups. Le cadre juridique régissant le crowdfunding est en voie de publication et d'approbation de ce texte. Il a été élaboré par la COSOB et donc il est en voie de publication, donc il sera très prochainement... Parlons du texte, vous voyez que l'arsenal juridique existant maintenant, il est suffisant pour amorcer quelque chose, pour... Ah, tout à fait. Bien, on a quand même des failles, on a besoin de soutenir, alors, vous savez, dans les textes, soutenir l'arsenal. Il y a deux façons de faire, c'est-à-dire faire un texte incomplet, enfin, qui n'est pas parfait, mais qui peut répondre à des besoins immédiats, ou bien d'attendre de faire un texte parfait qui vient dans quelques années et perdre du temps. Donc nous, on est partisans des petits pas, améliorer le texte, voir le feedback du marché, c'est-à-dire comment les acteurs du marché réagissent au texte et améliorer par petites touches. Et parfois, vous agissez dans le cadre, dans un esprit d'initiative. Tout à fait. Vous n'attendez pas les textes, vous agissez et puis vous allez voir, vous allez imposer les textes par l'action. C'est-à-dire par l'action, par l'exemple. Puisque vous voulez qu'on parle un petit peu de finance islamique, par exemple, les titres participatifs qui sont dans l'arsenal juridique algérien depuis très longtemps. Les titres participatifs, il y a une partie, par exemple, en termes de rémunération, qu'est-ce qui posait un problème? C'était la partie fixe. Le titre participatif, il y a une partie fixe, une partie variable. Qui est liée à la charia, bien sûr. Qui est bien sûr, qui soit charia compliant. Donc nous avons travaillé avec des collègues et amis, notamment Haïdar, qui est le directeur de Salam Bank, et nous avons fait des efforts pour trouver quelle est la meilleure façon de rendre les titres participatifs compatibles avec les préceptes de la charia. Donc, on a trouvé l'astuce. La finance islamique a pu intégrer la bourse. Tout à fait. Donc on a mis la partie fixe égale à 0 et on a laissé que la partie variable. Ensuite, c'est comme un ijtihad. Comme un ijtihad. Voilà. Parce que tout de même, il faut faire des efforts, il faut proposer des choses audacieuses et ne pas attendre qu'un texte législatif vient mettre, par exemple, le cadre général des secours. Il faut le faire en parallèle. Mais tout de même, il faut trouver des solutions immédiates. Donc, nous avons fait cela. On a trouvé une entreprise qui est cotée en bourse dans le compartiment PME qui s'appelle AOM Invest, qui a monté un projet audacieux et par la suite, on l'a soumis au HCI, au Conseil islamique, qui a certifié que c'était un produit charia compliant. Et au stade actuel, on est en train de le lancer. Il a eu un visa provisoire de la COSOB et on va le lancer incessamment. Et on va tester le marché. Parce que nous ne connaissons pas réellement le marché. On va tester le marché. Mais vous espérez quand même... Ah ben oui. Vous espérez quand même on espère qu'il soit un grand succès. Et on espère également qu'il y aurait une sursouscription. C'est-à-dire que si le promoteur a besoin, disons, de 100, qu'on ait 200 ou 300 personnes qui voudraient souscrire. Et donc, là, nous, qu'est-ce que nous faisons? On va le lancer, tester le marché, voir l'appétence, parce que les gens, en ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a quand même une différence. Ensuite, vous savez très bien que quand il s'agit d'argent... Il y a un problème de crédibilité. Absolument. Et puis, quand il s'agit d'argent, les gens réfléchissent à deux fois et savent où mettre leur argent. Donc, il faut donner aux investisseurs, qu'ils soient petits ou grands investisseurs, il faut leur donner... des assurances. Non, il faut leur donner un produit qui correspond à leur profil. À leur tendance. Voilà. Qu'elle soit très proche du Sharia compliant ou pas, ou spéculatif,
Il y a des gens qui aiment l'immobilier, C'est la il y a des gens qui aiment... c'est la diversification des Il produits. faut diversifier les produits au maximum pour récolter chaque dinar Parce qui que est hors du généralement, circuit. ce qui est répandu maintenant sur la scène, que généralement la finance, le potentiel islamique de financement, il est toujours dans le parallèle, dans l'informel. Oui. Donc on estime beaucoup, on espère plutôt que ces opérations peuvent ramener cet argent qui circule. Vous savez, moi je ne crois pas aux solutions miracles. Ah d'accord. Sinon ça se saurait. Mais c'est quand même... Par contre, moi je soutiens qu'il faut diversifier tous les produits et les adapter à tous les profils. La finance islamique, il faut la développer parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, comme ailleurs dans tous les pays musulmans, qui sont sensibles à cette donne de charia. Donc, il faut leur offrir un produit qui correspond à leurs convictions. Ça, on est d'accord. Ensuite, il faut offrir beaucoup d'autres produits. Des produits où le sous-jacent est lié à l'immobilier. Ouais, d'accord. Des produits spéculatifs, pourquoi pas. Des produits qui ont une rémunération forte à long terme ou à moyen terme. C'est-à-dire que l'objectif est donc de capter cet argent, de l'introduire dans l'économie pour être dans un cercle vertueux de l'économie. Cherche une rémunération à court terme. Ben c'est normal, Oui. parce que vous avez une inflation Oui. et vous devez, comme tous les gens qui ont de l'argent, avoir une rémunération qui soit positive, c'est-à-dire supérieure à l'inflation. Si vous avez 100 000 dinars qui vous rapportent un poste de télévision, par exemple, il faut que dans 2 ans, vous ayez la même somme, plus une majoration de cette somme, pour que vous puissiez acheter le même téléviseur. Pour que l'épargne soit plus rentable que la consommation. Parce que notre économie n'est pas tirée par la consommation. La consommation alimente de la croissance ailleurs. Donc chez nous, il faut inciter les gens à l'épargne. C'est l'épargne qu'il faut drainer. Et pour qu'il y ait un retour positif de cette épargne, le taux d'inflation, ils sont le taux d'inflation, souvent à le cours du contrôle. dinar. Donc il faut que la personne, en épargnant, elle gagne. Oui. Et au moins qu'elle ne perde pas. Oui, oui. Oui. Parce que vous savez, les gens sont intelligents. Donc ils savent, les gens, ils disent, on met dans l'immobilier, parce que l'immobilier rapporte. On met, il y a des gens actuellement qui mettent leur argent en euros, parce qu'ils se disent, c'est une valeur sûre, ou bien qui achètent de l'or. Donc les gens cherchent où épargner. Ouais. Donc notre rôle est d'offrir aux gens qui ont du capital, des produits, toutes les possibilités de placer leur argent ouais. et de gagner. Oui, c'est pas tabou. Les gens investissent pour normal. gagner c'est ça le rôle ou au moins ne pas perdre. C'est ça le rôle C'est ça le rôle. Des places financières. Tout à fait. Mais juste en parlant du dinar, d'ailleurs on a entendu ces derniers jours monsieur le ministre des Finances qui a osé dire qu'on va sûrement vers la stabilisation de la monnaie nationale. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Ben, je ne suis pas spécialiste du dinar, mais tout de même, en tant que citoyen, nous espérons cela, que la monnaie... Entre espérer et voilà. Le estimer. ministre a dit également, et ce qui est juste, que le dinar reflète l'économie. Oui. Donc, pour avoir un dinar qui soit fort et stable, il faut avoir une économie qui est forte et stable. Bien sûr. Et je pense que dans les différents programmes de relance de l'économie, il faut des solutions audacieuses. Oui. Il y a un programme de relance économique qui a été élaboré et je pense qu'on ira vers il faut aller au fond des choses, faire des projections chiffrées, prendre des décisions courageuses et pour que l'économie puisse repartir de manière solide, aller vers une restructuration, c'est-à-dire au fond des problèmes, et puis mettre une diversification de l'économie, parce que chez nous, tout de même, on ne peut pas dépendre uniquement... Ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire
à court terme. Ça demande quand même du temps. Ah ben oui. Et puis, parce que quand on fait une déclaration politique de cette envergure, quand même, ça demande d'être bien réfléchi. Vous savez, actuellement... Je ne pense pas que vraiment c'est réfléchi de la part du ministère des Finances, pour ne pas parler du ministre lui-même. Vous savez, actuellement... Les conseillers du ministre peut-être n'ont pas bien pris le temps de réfléchir sur cette question. Actuellement, vous savez ce qui se passe. Pour les gens, pour le simple citoyen, il faut qu'il ait de l'espoir. Oui. L'espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est un discours politique. Non. C'est-à-dire il faut qu'il le sente. Oui. Il faut qu'il le sente. Oui. Et donc, il faut qu'il voit qu'on est sur la bonne voie. Oui. Qu'il y a de la relance, qu'il y a de l'audace, qu'il y a du de la volonté courage. aussi. Oui. Et qu'il y a certains indicateurs qui se mettent à évoluer positivement. Oui. Et pas uniquement dépendre du prix du baril. Oui. Donc, il faut aller au fond de ces réformes. Oui. Au fond de ces réformes. Parce que les gens, on sait que les réformes prennent du temps pour voir des résultats tangibles. Mais au moins qu'on est sur la bonne voie, qu'on soit sur la bonne voie. C'est ça qui compte. On est sur la bonne voie et on avance petit à petit vers le bon port pour atteindre nos objectifs. Et puis, il faut que les objectifs soient clairs. Le citoyen doit les ressentir. Sentir dans son quotidien, sentir dans sa vie de tous les jours, dans l'emploi de ses enfants, etc. Parce que demande le citoyen, c'est une vie décente. Oui, mais les effets de la Covid-19, quand même, ils sont quand même... Alors, bien sûr qu'il faut évaluer maintenant les effets de la Covid. La situation socio-économique, maintenant, ne s'y prête pas facilement. Elle est très difficile pour certains secteurs. Oui. Si vous prenez le secteur hôtelier, par exemple, c'était difficile, ils ont dû fermer. Pratiquement tous les secteurs de services et tout. Il y a des secteurs qui en ont profité. Oui. Pharma, pharmaceutique, parce qu'ils ont vendu plus. Il y a quelques secteurs. Mais c'est vrai, c'est un problème général, c'est mondial. Et justement, c'est le temps pour préparer ces réformes. Là, les gens savent que ce problème de Covid, ils savent que ça freine plein de secteurs. Il y a du chômage en plus, il y a une perte de pouvoir d'achat, il y a certaines choses qui sont à l'arrêt, mais ça a été un test fort de résilience de l'économie, donc il faut régler maintenant les choses pour accroître la résilience de l'économie et trouver vers quelle niche il faut y aller dans un futur proche. Les gens vont rebondir. Je parle de tous les pays. Mais les du monde. effets de la Covid sont là pour 1 année ou 2 années quand même, même 3 années On ne sait pas. Bien malin, généralement, celui qui saura. Toutes les crises, généralement à partir de l'expérience de l'histoire, par exemple, toutes les crises de ce genre ont eu toujours leurs effets, leur retombée quelques années plus tard. C'est pas, Tout à fait. Par contre, je me permets de vous dire que il y aura des pays qui vont sortir mieux que d'autres. Oui. Il y a des pays qui vont profiter du Covid. Oui. Il y a des pays qui vont rebondir, l'économie va rebondir très vite, les retombées sur leurs entreprises vont être plus ou moins meilleures. Il y a des pays qui vont faire des ajustements au niveau, par exemple, quel secteur il faut développer. Il y a des pays qui vont mettre encore plus de moyens sur la recherche et sur la science, ce qui me semble, et je crois le percevoir chez nous, c'est le cas. Le fait, on avait parlé tout à l'heure des startups, des incubateurs et des idées innovantes. La fin de ce mois, il va y avoir les assises de l'innovation et de l'économie de la connaissance. Donc l'Algérie fait un virage où il y a un intérêt croissant. Et de la part des pouvoirs publics des pouvoirs publics, en la personne du ministre chargé des startups et de l'économie de la connaissance, qui est un nouveau ministère en fait. Donc on va donner encore plus de moyens à la recherche. Elle va être mieux structurée. Elle va être irriguer de manière horizontale les autres ministères, ne pas la confiner uniquement à l'enseignement supérieur, puisque la recherche elle est dans l'entreprise, dans l'enseignement supérieur, elle est un peu partout. Donc elle est canalisée. Elle doit être un mode de vie.
Ça doit être un mode de vie. Oui. Elle va commencer du statut du chercheur Oui. au financement de cette recherche, au programme éducatif et tout. Donc l'Algérie peut rebondir grâce à un apport de la science, du savoir et des gens qui portent la science et le savoir. À votre avis, il y a des prémices quand même. Il y a des prémices positives. Actuellement, vous savez, on le dit, mais on exporte surtout la matière grise. On exporte nos médecins, on exporte nos ingénieurs, on exporte nos matheux, on exporte les gens qui sont brillants, on les exporte. Et cela, ça c'est un vrai problème, un problème de fond. Parce que c'est ces gens-là qu'il faut retenir avant de ramener les gens de la diaspora, sachant retenir ces gens chez nous. D'abord, justement en leur offrant les possibilités de développer des startups, de développer des PME, de faire de la recherche. Et engager un financement. Et engager un financement conséquent. Un renouveau dans le financement. Conséquent de la recherche. Oui. Il faut l'évaluer et investir dans la recherche. Tous les pays qui gagnent, parce que le problème, c'est dans la recherche. Notre budget de recherche en Algérie, il est minime. Dérisoire. Il est dérisoire. Et donc, l'université doit jouer un plus grand rôle. Vous savez, dans les pays développés, la fonction d'universitaire, c'est de faire de la recherche. L'enseignement étant accessoire. Oui. Chez nous, c'est l'inverse. Oui, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement et la recherche est accessoire. Donc, il faut changer cet état de fait. C'est-à-dire l'université, c'est un prolongement du lycée. Pratiquement. Voilà. Et donc les gens ne déméritent pas puisqu'ils arrivent à réussir à faire à l'étranger. Mais par contre, ce qu'il faut faire, il faut que les entreprises également investissent beaucoup dans la recherche, dans l'innovation, en faisant de la recherche sponsorisée. C'est-à-dire, il a un problème dans son entreprise, il faut qu'il y ait il paye des motivations pour... Il faut motiver les entreprises. Il faut motiver les chercheurs. Oui. Il faut faire des passerelles avec l'université, avec la formation professionnelle, et il paye pour les études, il paye pour la recherche. Oui. Donc, il faut que nous soyons un pays où le savoir... Parce que tous les pays qui arrivent à émerger actuellement, émergent grâce à la science. Ils n'émergent pas grâce à autre chose. Il n'y a que la science. Il faut réhabiliter le chercheur, l'homme du savoir. Il faut réhabiliter l'enseignant, le médecin, l'ingénieur. Et nous n'en sortirons pas sans cela. Oui, oui. Je reviens à la bourse quand même, parce que vous êtes là dans le domaine de la bourse. On a dévié un petit peu. Bon, on a vu que la bourse n'a pas jusqu'à maintenant, on peut dire, la place qu'il lui faut. C'est-à-dire, il ne ramène pas beaucoup d'investisseurs, il ne ramène pas beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas d'adhésion à la bourse. On ne fait pas de la bourse un levier de développement. Pourquoi votre Alors, la bourse, c'est l'espace de la transparence. Ah, d'accord. Quand on arrive en bourse, on doit être transparent. On doit avoir une rectitude fiscale. Oui. On doit avoir une bonne gouvernance. Oui. Donc, il y a un poids. Mais notamment la transparence. Et surtout la transparence. Voilà. Dans les années passées, vous savez, les entreprises étaient très peu transparentes, qu'elles soient privées ou publiques. Oui. Pas pour les mêmes raisons. Oui. Mais il y avait un manque de transparence. Oui. Souvent, une mauvaise gouvernance. Oui. Les entreprises familiales étaient naissantes, il y avait les fondateurs qui étaient aux commandes, donc les entreprises n'avaient pas la culture, c'était une culture de se renforcer, de construire, d'avoir de la croissance. Et de recourir à la banque, principalement. Et le recours à la banque, parce que c'est le plus facile. Oui. C'était possible. En plus, il y avait également de la part de l'État une bonification des taux. Oui. Donc les gens, pourquoi ils iraient à la bourse quand ils peuvent trouver un financement facilement et qui ne coûte pas très cher et qui ne l'oblige pas à de la transparence, à la divulgation d'informations, etc. D'accord. Pour les entreprises publiques, bien sûr, c'est un petit peu une méconnaissance des mécanismes de la bourse. Et puis, il y a le caractère social voilà. de l'entreprise d'État.
Oui, alors qu'il y a Il n'y énormément... avait pas d'esprit économique. On n'a pas l'esprit économique parce qu'on gère et puis le Trésor, de toute façon, il va il y a payer l'assainissement derrière. des entreprises. Voilà, il va assainir. Donc on a mal pris le rôle des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Le privé est en train d'amasser, le public ils avaient des assainissements et des garanties de l'État, donc l'effort n'était pas ce qu'on lui demandait. Son rôle n'était pas également uniquement économique. Là, il faut changer. Depuis les derniers temps, on change. On change dans le sens où l'entreprise publique doit jouer son rôle, même si elle a un rôle d'utilité publique. Donc nous, il faut faire une division. Je parle du public, puis je reviendrai au privé. Donc il faut qu'il entre dans la concurrence. Bien sûr. Oui. Alors, il y a plusieurs sortes d'entreprises publiques. Alors, il y a les entreprises publiques viables. Celles-là... Ils ne sont pas en grand nombre. Ils ne sont pas en grand nombre, mais il y en a. Il y en a des entreprises qui sont bien gérées, qui créent de la richesse. Il y en a. Parce qu'il y a de bons gestionnaires dans les entreprises publiques également. Il y a l'expérience aussi. Ils ont l'expérience, ils ont été formés, etc. Donc ces entreprises, ce serait bien que l'État les pousse à trouver des financements complémentaires par la bourse. Donc ça, c'est la première catégorie. Mais c'est une décision du gouvernement. Ah, tout à fait. Le gouvernement étant le propriétaire du secteur marchand de l'État, c'est au gouvernement de décider, ce n'est pas l'entreprise. Le Conseil national d'investissement. C'est le CPE, le Conseil des participations de l'État. Oui, voilà. Donc l'État, c'est lui qui doit décider, c'est lui le propriétaire. Ensuite, il y a les entreprises qui ne sont pas viables, mais qui peuvent le devenir. C'est-à-dire, elles sont peu déstructurées, etc. Là, il faut faire un travail, et là, il y en a beaucoup. Il y en a un peu plus. Donc, ces entreprises, il faut se concentrer sur ces entreprises, améliorer leur gouvernance, améliorer la gestion, et utiliser la bourse comme levier pour améliorer leur gestion. Très bien. Et les rendre compétitives. Très bien. C'est-à-dire la bourse sera un moyen pour booster, de les pérenniser. D'accord. Parce que notre rôle, c'est de les pérenniser. D'accord. Pérenniser l'emploi. Et comment on pérennise l'emploi? En la rendant rentable. Donc ils peuvent payer les salaires, ils peuvent une entreprise, par exemple, comme l'INEM, qui a souffert ces derniers temps, est-ce que son entrée en bourse pourra peut-être y remédier? De ce que je sais actuellement, par exemple sur le cas de l'INEM, je ne connais pas les chiffres, mais une entreprise qui entre en bourse doit être une bonne entreprise. C'est-à-dire elle a des perspectives positives. Sur le plan managérial, financier, comptable, managérial et stable. Voilà, donc, il n'en est pas question pour Oui, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, donc on avait dit, il y a des entreprises viables, les entreprises qui peuvent le devenir, peut-être que l'INEM pourrait le devenir. Donc il faut faire un audit, il faut un diagnostic, pourquoi ça ne marche pas. Parce que moi, sincèrement, je ne vois pas pourquoi un fabricant d'électroménager privé gagne beaucoup et public ne gagne pas. Voilà, c'est ça. Donc il faut se poser... Donc il y a un problème de management, il y a un problème peut-être de sureffectif, mais surtout c'est un problème managérial. Ensuite, il y a les entreprises... j'allais dire d'utilité publique, c'est des entreprises qui ne peuvent pas faire, qui ont un service public, qui font du service public, tels que CEAL, Sonelgaz, etc. Des entreprises qui ne peuvent pas faire faillite. Elles font du service public. Ils ont l'utilité publique. Ils sont alors celles-là, un gros effort doit être fait pour améliorer leur gestion. D'accord. À ces entreprises-là, nous, ce que nous proposons, c'est qu'elles émettent des obligations. Elles ne rentrent pas en bourse, mais qu'elles émettent des obligations, même si elles sont garanties par l'État. Pourquoi ce serait bien pour elles? Parce qu'une entreprise qui a des échéances, qui a des obligations de communiquer les chiffres financiers, de faire un business plan, ça améliore la gestion. D'accord. Ça améliore la gestion et ça la rend un petit peu plus compétitive que si elle ne le fait pas. C'est-à-dire, il faut mettre, par exemple, la Kosovo, si elle émet des obligations... C'est une sorte de motivation. C'est une sorte de motivation pour améliorer la gouvernance de ces entreprises, améliorer la gestion, et que pour que les subventions aillent réellement aux gens subventionnés plutôt qu'à payer une mauvaise gestion d'une entreprise quelconque. D'accord. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Une entreprise qui sait qu'elle a des échéances à payer,
qui sait qu'elle doit divulguer de l'information, qui sait qu'elle doit améliorer sa transparence, sa gouvernance, fait beaucoup plus d'efforts. On ne peut pas laisser les gens avec une sécurité derrière de l'État, ce n'est plus soutenable. Donc ça, c'est... Combien Ensuite, d'entreprises sont cotées? Actuellement, il y en a 5, il y en a très peu. Mais Combien? ça ne 5? reflète Vous pas, avez dit 5. oui, ça reflète C'est pas peu. l'économie nationale. Hein. Des pays, la Tunisie, ils ont 70, etc. Donc, parce que les gens C'est des avaient... PME Alors, il y dans a la une majorité. PME à OM Invest, il y a l'hôtel Horaci, il y a Biofarm, il y a Alliance, il y a Saïdal. D'accord. Donc, deux pharma, ce sont d'excellentes entreprises. Hein. Vous prenez Biofarm ou Saïdal, elles donnent des dividendes, elles améliorent leur gestion, elles communiquent les informations financières, même si ce n'est pas encore au top, mais c'est déjà beaucoup d'efforts. Ensuite, pour revenir aux entreprises publiques, il y a la dernière catégorie, c'est les entreprises qui ne sont pas viables. Du tout. Du tout, complètement Donc, ils ne sont pas déstructurées. éligibles. Elles sont éligibles à aucun traitement. Donc D'accord, cela, voilà. hélas, il faut aller le plus vite possible vers La dissolution, soit la dissolution, bien, soit des acquisitions, des fusions, mais il faut trouver le mécanisme. Mais le plus vite serait le mieux. Oui, oui. Donc il faut faire un diagnostic chiffré, une étude sérieuse, traiter le volet social, parce qu'on ne peut pas mettre, c'est pas la faute du salarié d'être mis à la porte. Bien sûr. Donc traiter... Et pour les entreprises privées, Alors les entreprises comment privées, c'est on d'autres peut choses. classer leur éligibilité? Voilà, les entreprises privées, moi, il y a un autre classement qui est basé beaucoup plus sur la transparence, D'accord. Ouais. sur le niveau de transparence. Ouais. Donc les Et entreprises comme qui sont... nous, en Algérie, on n'a pas tendance à être transparent. Il y a la transparence, la rectitude Même fiscale. dans notre vie quotidienne, on n'est pas transparent. Voilà, on n'est pas très transparent, on n'aime pas la transparence, c'est hélas. Et puis la transparence, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas transparent, ce n'est pas forcément quelqu'un qui trafique ou qui n'a pas de rectitude oui, d'accord, fiscale. ouais. Mais c'est cette culture de la des habitudes transparence. qu'on a acquises déjà, qui sont inculquées en nous. Voilà. Depuis Donc longtemps. il faut aller vers une culture de la transparence, oui. parce que c'est ça qui sauve les entreprises. Oui. La deuxième chose, donc c'est un barème de transparence. Ensuite, il y a le volet de la transmission. D'accord. Entrer une bourse La pour une entreprise succession. privée, voilà, c'est la succession. Voilà. Donc, vous savez, quand vous travaillez de frères, je disais hier à un ami, quand vous travaillez avec votre frère, la deuxième génération travaille avec son cousin. Oui, exactement. Hein? Oui. C'est différent. Il y a une différence quand même. Le Quand- relationnel, bien je sûr. comprends, bien sûr. Quand il y a le fondateur, c'est une personne. Quand il disparaît, il y a 5, il y a 6 enfants. Donc, ça devient une entreprise à 6 têtes. On crée les conflits. Ça crée forcément des conflits. oui. Y compris dans les pays développés, il y a très peu de gens qui réussissent la transmission à de nouvelles générations. Donc, améliorer la gouvernance, et la bourse les force à améliorer la gouvernance, et ça permet de faire une transmission. Vous savez, quand on a des enfants, il y en a qui ne veulent pas s'impliquer dans la société. Bien sûr. Il y en a qui sont impliqués. Oui. Rajoutez à cela les conjoints. Ouais. Vous savez, ça devient un monstre à 10 Quel têtes. est le rôle de la bourse dans tout ça? Est-ce qu'il peut faire intervenir pour régler Ah oui, le oui. problème? Alors, si l'entreprise choisit de régler, d'introduire un pourcentage en bourse, d'abord, ça met de la valeur. On sait combien ça coûte. Ça met de la transparence. D'accord. Donc, on sait ce que chacun doit prendre. D'accord, oui. Et ça met également, ça peut arriver que dans les enfants, les héritiers, qu'on n'ait pas de bons gestionnaires. Ouais. Donc, on met un gestionnaire externe avec des règles de gestion, de management, avec la transparence, et chacun sait qu'est-ce qu'il a. Et ça règle le problème de la transmission. Oui. Vous savez, maintenant, vous pouvez avoir votre enfant, l'un est aux États-Unis. Ça sert comme référence quand même. Voilà, pour, quelqu'un qui fait médecine, qui ne veut pas s'impliquer dans la gestion, un autre qui n'a pas les capacités intellectuelles, ça arrive souvent, et donc, en faisant par la bourse, ça règle les problèmes de ça transmission. équilibre. Parce que vous savez, la notion d'entreprise chez nous, parce qu'il faut remettre les choses à leur place, l'entreprise n'appartient pas seulement aux détenteurs de capitaux. Elle a un rôle dans la société, c'est un maillon
dans la société. Deuxièmement, l'entreprise appartient aussi, même si ce n'est pas capitalistique, aux salariés. C'est un pacte social. Elle a pas, Quand vous travaillez 30 ans dans une entreprise, elle vous appartient d'une certaine façon, même si ce n'est pas capitalistique. Ensuite, elle appartient aux fournisseurs. Oui. Elle appartient aux clients. Aux clients aussi, voilà. Donc l'entreprise, ce n'est pas que le capital. Bien sûr. Il faut la revoir un environnement, dans son environnement. Bien Et sûr. l'État, pourquoi il aide les entreprises? C'est parce que c'est une chaîne dans sa politique économique. Certain, parce qu'on a besoin de ça. C'est une action sociale beaucoup plus. Ah, tout à fait. Voilà. Et donc, on ne peut pas, parce que le détenteur de capital gère mal, que renvoyer des centaines de personnes dans la rue. Ou bien vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a, allez, on dit un truc simple, boulanger, il ne peut pas fermer. Parce qu'il a un rôle social, pas seulement économique, dans la chaîne. C'est certain. Est-ce que vous faites quand même un effort pour attirer les entreprises Vous savez, intégrer la par bourse? exemple, l'émission d'aujourd'hui est un effort pour attirer Oui, les c'est- entreprises. oui, bien Nous sûr. faisons une certaine communication. Nous faisons des capsules vidéo sur notre site web pour expliquer les fondamentaux de la culture boursière. Également, nous faisons beaucoup de formations. Donc vous trouvez que c'est un problème de culture? Ah oui, 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 beaucoup. Alors, bien sûr, il y a la transparence, il y a la Oui, volonté, mais il y a certainement, aussi oui. beaucoup la culture. Parce que parfois, quand on discute avec quelqu'un, il dit, on ne savait pas que ça pouvait faire ça. Donc, il y a beaucoup dans un problème culturel. Chez nous, elle est, même si elle a une vingtaine d'années, mais c'est quand même dans un pays qui a vécu des soubresauts, c'est short, quoi, c'est court comme expérience. Et nous, il y a forcément un problème culturel. Par exemple, la France en 2019 ou 2018, le président français avait décrété, c'était l'année de la culture boursière et financière. Ah, d'accord. En France, il dit Alors que les que gens n'ont pas déjà, de ils sont culture, déjà- comparativement aux anglo-saxons, Oui, qui, eux, c'est dans leur gène. oui. Alors, chez nous, bien sûr qu'il y a Donc un manque flagrant. les autorités françaises ont jugé qu'il y a un manque de culture. Ah, tout à fait. Oui, à Et leur ils ont niveau. fait une Par rapport année aux de la autres culture pays. par rapport aux Voilà. anglo-saxons. Bien joué. Alors, chez nous, ça doit être dans les manuels scolaires. Oui. Ça doit être dans les universités, dans les lycées, dans les écoles, dans les entreprises. Ça doit être dans les revues, dans les... On n'a pas suffisamment, par exemple, pour revenir à la presse, de revues ou de quotidiens totalement économiques. Qui font un petit peu de la pédagogie, qui font dans les entreprises. Les gens, moi je suis souvent étonné par la méconnaissance qu'ils ont. Ils sont dans leur boulot, ils savent faire le boulot et c'est tout. Oui. Il y avait le patron d'une grande entreprise algérienne qui m'a dit, moi je suis ingénieur, je ne connais pas la finance. J'ai dit, bon, quand on est manager, il faut connaître la finance. Ouais. La technique, C'est c'est d'autres nécessaire, personnes. bien sûr. Donc, et ça touche d'autres problèmes, c'est-à-dire que c'est l'employabilité, c'est les passerelles avec l'université, c'est vraiment faire de la recherche appliquée. Il y a beaucoup de facteurs quand même qui... Ah, tout qui à entrent. fait. Parce que la bourse, c'est la vitrine Oui. de l'économie. Oui. Ça reflète tous les dysfonctionnements Mais en on amont. ne peut pas voir notre économie à travers la bourse. On est encore loin. On est encore loin. On est encore loin. Elle ne représente pas l'économie nationale, mais par contre, elle représente les dysfonctionnements de l'économie Ah, d'accord. nationale. Elle reflète un Elle peu... reflète les dysfonctionnements. Je reviens quand même à la finance islamique avant de terminer. Et bon, c'est vrai que l'idée d'intégrer la finance islamique, quand même, n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, elle était là depuis les années 90, je pense. Oui, oui, avec la première banque, le Baraka, Baraka et tout, qui avait... mais maintenant, bon, on est passé de la banque vers l'assurance, et puis maintenant, on passe vers le marché financier. Vous voyez qu'il a quand même, ce volet, il a quand même sa place. Ah, tout à fait. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté de l'État d'intégrer réellement Vous savez, certainement... ou bien c'est un recours circonstanciel? Non, il y a une volonté parce qu'il y a aussi un besoin
de la population. D'accord. D'une frange Il y de a la une demande. population. Il y a une demande d'une D'accord. frange de la population à laquelle il faut répondre. Oui. Les gens, ils disent, il y a des régions du pays où il y a une très faible bancarisation. Ils disent, nous, on ne met pas dans la banque parce que l'argent est utilisé, on ne sait pas comment, etc. Donc, il faut répondre à ce besoin. Il faut répondre. La finance islamique est une des réponses. Et donc, il faut développer tous les produits. Donc, il y a eu Takaful pour les assurances, quelques produits pour les banques, notamment finançant l'immobilier, etc., ou l'achat de véhicules ou de consommation. Mais la vraie, elle viendra du marché. Du marché financier. Du marché financier. La finance islamique, c'est surtout les soukouk. Oui. C'est ça. Parce que nous, l'expérience que vous venez de dans tous les pays du monde, d'annoncer, c'est l'entreprise AOM Invest, voilà, qui va émettre Voilà. un titre participatif assimilé à des soukouk, D'accord. certifié par le HCI. Donc ça, c'est là où on récolte de l'argent. Parce que quand vous prêtez à quelqu'un pour acheter un bien immobilier, c'est vous qui sortez de l'argent. Nous, on veut que les banques récupèrent l'argent, qu'ils l'investissent sur le marché des soukouk, qu'ils soient souverains ou corporate, etc. Et cette entreprise, AOM Invest, a eu le visa au mois de juillet déjà, le 2 juillet. Du Haut Conseil islamique. Non, de la COSOB. Ensuite, on est parti vers le Haut Conseil islamique pour la certification en tant que produit Sharia compliant. Maintenant, ils sont en phase avec notamment la CNEP et Salam Bank pour les accompagner dans cette opération d'émission de soukouk. Il faut absolument que cette opération réussisse. C'est un défi. Bien sûr, pour toute la place. Oui. Pour toute la place. Sinon, ce serait un échec collectif. Oui. Là, il faut que ça réussisse. Et pour nous, on prend du recul pour étudier le marché. Très bien. Quels sont les gens... Donc, il n'a pas été lancé pour l'instant. Non, ils ont eu le visa, il va être lancé incessamment. D'accord. Avec un peu de chance. Après avoir réuni toutes les conditions de sa réussite. Tout à fait. Avec un peu de chance, peut-être juste avant le ramadan, Ouais. mais je pense beaucoup plus après le mois sacré, parce que quand même, le ramadan n'est pas propice à... D'accord. Et puis, nous, on veut qu'il ait toutes les conditions de réussite. Ouais. Toutes les conditions de réussite de cette opération. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Si on échoue, on serait même parti. C'est-à-dire, c'est pas, vous n'aurez pas la possibilité de reprendre plus tard. Eh bien, on perdra beaucoup. Il faudra peut-être une année ou deux pour reprendre. Alors que ce montage est propice. Si on le réussit, on ira vers plusieurs autres montages rapidement. Et puis, Vous estimez que ce produit islamique pourra quand même booster la bourse? Va lui donner un autre souffle. Parce que ça donnera de la visibilité à la bourse. Ça nous permettra de faire de la pédagogie envers les autres. Et ça permettra aussi de drainer de l'épargne, de l'argent informel, de l'argent qui est dans les bas-fonds des institutions. Voilà. Et là, on compléterait le dispositif pour récolter l'épargne. Vous estimez quand même que la banque, malgré l'ouverture sur le marché islamique, n'a pas pu quand même attirer l'informel? Il n'y a pas assez de recul, je pense, mais comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de solution miracle. L'expérience n'est pas quand même, il date d'une année, je pense. Voilà, une année. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de recul. Parce qu'il faut répéter, il faut offrir, il faut de la qualité, il faut de l'écoute, il faut expliquer aux gens. Puis la banque publique, il ne suffit pas de dire finance islamique pour que les gens vont accourir. Oui. Si on finance les automobiles, il n'y a pas d'automobile. On finance le logement, il n'y a pas de logement. Oui. Donc il faut commencer à financer des projets et... il faut rendre tangible. Et puis même les soukouk, que ce soit corporate ou souverain, il faut travailler sur le sous-jacent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va financer pour créer la confiance. Nous avons besoin... La finance, c'est de la confiance. Il n'y a pas autre chose. Donc il faut créer ce choc de confiance. Et le choc de confiance, comment on peut le gagner? C'est en étant transparent. Ouais. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Exact. يقولون ما يفعلون. Voilà. ويفعلون ما يقولون. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire à l'environnement dans lequel vous travaillez, vos partenaires, il y a un message à transmettre?
Alors nous, Avant de réellement, terminer, bien sûr. le message, c'est-à-dire de travailler ensemble. D'accord. Il faut travailler ensemble. Ça fait 15 Il faut jours qu'il y ait une complémentarité. qu'il y ait une complémentarité, que la bourse complète et reflète ce que font les acteurs. Les gens qui sont sur la place financière d'Alger font énormément d'efforts. Parfois, ils ne savent pas communiquer, mais ils font énormément d'efforts. Que ce soit les banques, les assureurs, les sociétés de capital et investissement, la bourse, ils font beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on n'est pas visible ou on ne sait pas très bien communiquer sur tous les efforts qu'on fait. Bien sûr, on n'est pas parfait, on est Mais imparfait, vous êtes sur la bonne voie. mais je pense qu'on est sur la bonne voie parce que nous sommes obligés aussi. Merci, M. Berrah Hakim, pour cette émission. J'espère qu'on a quand même répondu à pas mal de questions qui sont liées à la bourse, à la finance islamique, aux startups et à pas mal de sujets. En attendant de vous recevoir dans un autre numéro de cette émission, on vous salue et à bientôt.